Partout en Europe, sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, on trouve des monuments pour nos soldats tombés au combat, comme le Mémorial national du Canada à Vimy. Chez nous au Canada, il y a un monument semblable à Ottawa pour tous ces soldats. Ce monument fut inauguré par Sa Majesté le roi George VI devant des dizaines de milliers de spectateurs le 21 mai 1939 pour commémorer les 66 000 Canadiens morts au front durant la Première Guerre mondiale. 61 ans plus tard, on a ajouté une tombe du soldat inconnu au pied de ce monument. Les restes d'un soldat canadien inconnu tombé au combat près de la crête de Vimy en 1917 y sont inhumés. Il n'était malheureusement pas le seul à ne jamais pouvoir être identifié. En tout, 19 665 soldats canadiens morts dans cette guerre n'ont jamais eu de sépulture. Ce sont les soldats oubliés du Canada. Et voici leur histoire. La chapelle du souvenir se trouve sur la colline du Parlement. Dans l'un des livres du souvenir qui y sont préservés, figurent tous les noms des Canadiens disparus dans la Grande Guerre. Tous les jours à 11 heures précises, on tourne une page. Ces pages sont couvertes de noms de disparus. Leurs fantômes nous hantent. Il y a plein de questions sans réponse, tant pour nous que pour leurs familles. Que s'est-il passé? Pourquoi ne les a-t-on jamais retrouvés? Comment les parents ont-ils pu surmonter la douleur inconsolable de savoir que leur fils ou leur fille n'avait pas de tombe? Comment les différentes collectivités du pays s'y sont-elles prises pour immortaliser tant de morts inconnues? Cet immense questionnement douloureux qui sait que ses supplications demeureront toujours sans réponse, c'est l'histoire d'une nation affligée par le deuil. Mais qu'en est-il de nos jours? Les 19 000 Canadiens inconnus morts au champ d'honneur sont-ils complètement perdus? Que devrait-il rester d'eux aujourd'hui? Malgré le fait que le Canada a perdu 60 000 hommes lors de la Première Guerre mondiale, il demeure une triste réalité qu'un tiers n'ont jamais été retrouvés des champs de bataille. Les pertes étaient tellement énormes pour un pays qui avait à peine atteint le niveau de 8 millions. Alors, la mémoire canadienne n'est pas toujours égale. Il y a une mémoire canadienne physique pour ceux qui ont perdu leur vie et dans un tiers des cas, il y a une mémoire qui manque. Pour ces familles canadiennes, ils n'avaient aucune chance de dire un dernier adieu ou même un mot d'amour. Alors, sans place de repos connue, c'est un point final. Il n'y a aucune opportunité qu'il leur reste de dire au revoir. Au sommet de la crête de Vimy, à la côte 145, se dresse le Mémorial national du Canada, commémorant la bataille de 1917. Les tailleurs de pierre ont mis plusieurs années de travail inlassable pour graver avec des maillets et des ciseaux sur le socle du monument le nom des 11 265 Canadiens tombés au champ d'honneur en France et restés sans sépulture. C'est un puissant rappel de ceux qui sont morts ici. Ces milliers de pierres tombales portent en inscription cette célèbre lamentation du soldat-poète britannique Rudyard Kipling. Soldat de la Grande Guerre, connu de Dieu seul. Kipling parlait en connaissance de cause, ayant perdu son fils Jack à la bataille de Loos en 1915. Kipling ne se remit jamais de cette perte, comme tous ses parents dont les fils sont à jamais ensevelis dans la boue des Flandres. Après la guerre, les cadavres furent exhumés des petits lopins éparpillés sur le champ de bataille pour être inhumés dans de magnifiques cimetières du Commonwealth comme celui-ci. Le nouveau cimetière britannique de Passandal contient les restes de 587 Canadiens. On estime que 80% des 4000 Canadiens tués à la bataille de Passandal sont morts sans sépulture et que 1000 d'entre eux n'ont même jamais été retrouvés dans le champ de bataille ravagé par les obus.
Leurs noms sont inscrits au monument de la Porte de Ménin à Ypres en Belgique, au nombre des 55 000 soldats du Commonwealth. Sur les 55 000 noms de cette liste, 6 923 sont des Canadiens. Et parmi eux, le jeune Albertain Thomas Riley. Thomas était le fils d'une riche famille d'éleveurs de Calgary. De belle apparence, il réussissait bien aux études et était un athlète reconnu. Il s'était enrôlé en mars 1916 dans le premier bataillon des Canadian Mounted Rifles. Quelques mois plus tard, après une longue traversée de l'Atlantique, il se retrouvait en Belgique. La ville d'Ypres avait été un lieu de combat intense et soutenu entre les Allemands et les forces alliées depuis le début de la guerre. La ville était maintenant en ruine, suite aux bombardements ininterrompus de l'artillerie. Le bataillon de fusiliers du jeune Thomas dut traverser la ville pour aller prendre d'assaut les collines environnantes. Pour lui, qui était issu d'un paisible milieu rural en Alberta, la vue de cette ville en ruine et du paysage environnant ravagé dut être un choc. En octobre 1917, lorsque les Canadiens sont arrivés pour prendre la relève des soldats australiens épuisés, la bataille de Passchendaele faisait déjà rage depuis 3 mois. Le champ de bataille que les Canadiens ont trouvé à Passchendaele à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre 1917, était hors pair. C'était une scène dévastateur. Des trous d'obus énormes où les gens tombaient, ils se noyaient s'ils étaient blessés. C'était une scène qui n'a jamais eu d'égal avant ou après la Première Guerre mondiale. Il y avait une densité de morts qui se retrouvait. La pluie, la boue, l'idée qu'on était pour périr ici. Le commandant du corps canadien, le général Sir Arthur Currie, ne voulait pas se battre à Passchendaele. D'ailleurs, il a souhaité de l'éviter. Par contre, il l'a fait quand même. Il a prédit peut-être 16 000 pertes canadiennes. Il a été juste et exact dans ses prédictions. Les défenses ennemies étaient prêtes, préparées et formidables. Le champ de bataille était terrible. Une morasse d'eau et de trous d'obus, des éclats d'obus par milliers. C'était une guerre d'individus, une guerre de survivance. Est-ce qu'ils étaient capables d'avancer à l'objectif? Est-ce qu'ils étaient pour payer avec leur propre vie? À Passchendaele, ces soldats-là étaient seuls avec la vie et la mort, l'ennemi, les éclats, la boue, l'eau et eux-mêmes. Le 26 octobre 1917, les 20 000 Canadiens sortirent des tranchées et donnèrent l'assaut. L'unité de Thomas Riley se trouvait parmi les soldats qui traversaient ces champs. Riley était armé d'un fusil mitrailleur Lewis. Malgré leur avance rapide, les pertes furent énormes. Face à un feu allemand nourri, les soldats pataugeaient dans des champs détrempés et boueux. Les Canadiens réussirent cependant à pousser leur avance au-delà de ce taillis d'arbres, atteignant ainsi leur premier objectif de la journée. Malheureusement, plus de 1000 Canadiens perdirent la vie ce jour-là. Parmi eux, Thomas Riley. Au lieu du télégramme officiel qui débute ainsi, « Regrettons profondément de vous informer », c'est plutôt une lettre de l'oncle de Thomas, Harold Riley, officier du 31e bataillon de l'Alberta, qui apprit aux parents de Thomas la triste nouvelle. Après la guerre, ces derniers firent ériger une croix sur la tombe de leur fils en Belgique. En effet, contrairement à ce qui se fait de nos jours, au lieu de ramener au pays les restes de Canadiens tombés au combat, on les enterrait sur place. Puis voilà qu'en 1922, l'inimaginable se produit. Une lettre de la Commission des sépultures de guerre avise les Riley qu'en fait, le corps qui se trouve dans la tombe de Thomas n'est pas celui de leur fils, et que Thomas Riley est connu de Dieu seul. Quatre jours après la mort de Thomas Riley, les Canadiens passaient de nouveau à l'attaque. Le 30 octobre 1917,
le Princess Patricia's Canadian Light Infantry lançait sa première vague d'assaut sous le commandement du major Talbot Papineau. Né à Montebello, au Québec, Papineau était issu d'une famille influente. Son arrière-grand-père, Louis-Joseph Papineau, avait été le chef du mouvement patriote avant la rébellion de 1837 au Bas-Canada. Le jeune Talbot fit ses études secondaires à Montréal avant de fréquenter l'université McGill. Il fut l'un des premiers Canadiens à bénéficier d'une bourse Rhodes qui lui permet d'étudier le droit à Oxford, où il fit également partie du club d'aviron College 8 et de l'équipe de hockey Oxford Canadians. C'est en août 1914 qu'il s'était enrôlé dans l'infanterie légère, où on l'avait fait lieutenant. Talbot Papineau était un soldat de premier ordre, un homme qui a gagné la croix militaire qui est décernée à Saint-Éloi. On se souvient de lui dans son propre régiment comme un leader, un meneur d'hommes, un homme brave, un homme honnête, un homme qui cherchait le meilleur sort de ses hommes. Talbot Papineau, qui était le cousin d'Henri Bourassa, mieux connu comme un des chefs du mouvement anticonscriptionniste au Québec. Et les deux ont eu un débat public et quand même assez féroce concernant le rôle du Canada dans l'Empire britannique et le devoir de l'individu envers la patrie en guerre. Talbot Papineau représente une partie de la population francophone au Québec qui se sont portés volontaires et qui croyaient à la victoire ultime des Alliés. 28 juillet 1916. Au moment où j'écris, des Canadiens français et anglais livrent bataille et meurent coude à coude. Est-ce que leur sacrifice sera vain ou est-ce que cela pourra cimenter une base pour une véritable nation canadienne, indépendante en pensée, indépendante en action? En tant que minorité dans un grand continent anglophone, nous devons plutôt chercher à trouver des points de contact et des intérêts communs plutôt que des points de friction et de séparation. En plus de son débat avec son cousin Henri Bourassa, Talbot Papineau également a écrit beaucoup de lettres et on peut voir qu'il a fait le trajet entre soldat fier et heureux à quelqu'un qui avait maintenant des doutes qui se sont semés. Une personne qui était plus sombre, qui pensait peut-être à leur propre sort. 5 août 1915. Je déteste cette tuerie. J'ai vu tellement de morts. Je ne veux plus jamais tirer sur un canard, ni mettre une truite mouchetée palpitante dans mon panier. Je ne veux même plus voir une araignée mourir. Talbot Papineau, un homme qui avait une opportunité de rester derrière les lignes après qui a été blessé, qui a eu une opportunité peut-être de survivre la guerre. Mais il a décidé de rejoindre ses hommes et son régiment et retourne à la ligne de feu dans les tranchées après Vimy, juste à temps pour Passchendaele. En arrivant au sommet de la colline à 5h30 du matin, la troupe que commandait Papineau fut reçue par un torrent d'artillerie allemande et de tirs de mitrailleuses. Papineau se tourna vers son ami, le major Uneven, et lui dit « C'est du suicide ». Sa troupe allait prendre l'objectif ce jour-là, mais au prix de lourdes pertes. 363 morts, y compris le major Talbot Papineau. En sortant des tranchées, Papineau s'était fait couper en deux par un obus allemand. Des semaines plus tard, on trouva les jambes de Papineau qu'on put identifier tout d'abord parce qu'il avait l'habitude de porter ses jambières à l'envers, puis en examinant le contenu des poches. Ces restes furent ensevelis sous une simple croix. Mais en 1919, quand on déblaya le champ de bataille, on ne trouva plus que la croix. Au monument de la porte de Ménin, le nom du major Talbot Papineau est au premier rang des centaines de soldats de sa troupe qui n'ont pas de sépulture connue. Ce ne sont cependant pas tous nos soldats oubliés qui ont péri dans la boue. À Halifax, sur le monument du parc Point Pleasant,
sont inscrits les noms de 246 Canadiens, dont 14 infirmières militaires qui ont péri en mer, tuées de manière infâme le 27 juin 1918. L'une de ces infirmières s'appelait Margaret Marjorie Fraser. Les convois se formaient ici, dans le bassin de Bedford, avant de traverser l'Atlantique et d'affronter la menace des sous-marins allemands. Rempli de provisions, d'armes, de munitions et de soldats, le port était bondé de navires. Le 6 décembre 1917, le cargo français Mont-Blanc entre en collision avec le navire norvégien Imo dans le port de Halifax. Le pont du Mont-Blanc était bourré d'explosifs. Et le feu qui ravage le navire provoque une gigantesque explosion. La déflagration avait complètement rasé la ville. Il y avait des milliers de blessés et de mutilés de Passandal ou de Vimy qui rentraient au pays à bord de navires hôpitaux. Mais à leur arrivée, ils voyaient une scène qui leur était devenue beaucoup trop familière. Une ville réduite à un tas de décombres. Par 1918, il y avait 5 navires hôpitaux qui servaient avec le service de santé de la marine canadienne. Par la fin de la guerre, ces 5 navires hôpitaux avaient ramené plus de 30 000 soldats malades et blessés au Canada. Le Landover Castle, c'était un des navires hôpitaux du Canada. Donc, il venait tout juste d'aller porter plus de 600 patients à Halifax. Sur le navire, il y avait 258 passagers, une bonne partie du personnel médical, près de 100 membres du service de santé de l'armée canadienne, incluant 14 infirmières militaires canadiennes qui servaient. Certaines d'entre elles servaient depuis le début de la guerre. Elles avaient servi en France, en Belgique, certaines dans les stations d'évacuation. Donc, pour certaines, c'était un répit de la guerre. L'une de ces infirmières, c'était l'infirmière en chef Margaret Marjorie Fraser, était originaire de New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Elle avait 30 ans au moment de s'enrôler avec le service de santé de l'armée canadienne. Elle venait d'une famille bien connue. Son père avait été lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 1906 jusqu'à sa mort en 1910. Fraser avait servi en France au début de la guerre, avant d'être transféré donc en 1918 sur le Landover Castle. Les navires hôpitaux étaient protégés par les lois internationales. Ces navires étaient très bien illuminés. Il y avait des croix illuminées sur les navires, donc pour éviter qu'ils soient exposés au feu. Le Landover Castle revenait d'un voyage à Halifax. Il était en route vers l'Angleterre quand il a été torpillé par le sous-marin allemand U-86 le 27 juin 1918 à l'entour de 9h30 le soir. Il s'est produit une explosion terrible qui a détruit le coqueron arrière du navire. Le signal d'arrêter les machines et de faire marche arrière ne répondait plus, tous les membres d'équipage de la salle des machines étant morts ou blessés. Le sergent Arthur Knight se retrouva à bord du canot de sauvetage numéro 5 avec les infirmières. Notre mouvement et l'agitation de la mer faisaient battre notre embarcation contre le flanc du navire. Les cordages ont cependant fini par se détacher et nous avons dérivé vers l'arrière. C'est alors que le pont de Dunette s'est rompu et a coulé à pic, créant un tourbillon où nous étions rapidement entraînés. Knight explique dans son rapport que l'infirmière Fraser, quand elle s'est rendue compte que le bateau de sauvetage sur lequel il se situait était en train de se faire prendre dans le tourbillon du navire qui coulait, elle s'est tournée vers lui et lui a demandé « Sergent, est-ce qu'il y a quelque espoir que ce soit pour nous? » Et il a été forcé de lui répondre que non. La dernière chose que j'ai vue, ce sont les infirmières qui passaient par-dessus bord. Je ne crois pas qu'elles aient refait surface. J'ai moi-même été submergé, mais je suis remonté à la surface à 3 reprises. J'ai finalement pu m'accrocher à une épave et j'ai été recueilli par le canot où se trouvait notre capitaine. Le navire, selon les rapports, a coulé en moins de 10 minutes. Mais ce qui rend cette
tragédie encore plus controversée, c'est qu'assez rapidement, le capitaine a été accusé d'avoir tenté de camoufler le torpillage du navire en tirant sur les bateaux de sauvetage et en tuant des survivants du torpillage. Puis, il y a seulement 24 des 258 passagers qui ont survécu. Cet incident a été reconnu internationalement comme l'une des pires atrocités de la guerre. Les 24 survivants à bord du canot de sauvetage du capitaine n'ont été retrouvés qu'au bout de plusieurs jours. Seulement 6 des 87 membres du personnel hospitalier ont survécu. Marjorie Fraser avait 33 ans. Sa mort et celle des autres infirmières est commémorée par un monument qui se trouve sur la colline du Parlement à Ottawa. Le régiment de Terre-Neuve lança l'offensive ici, à Beaumont-Hamel, le 1er juillet 1916. C'était le début de la bataille de la Somme. Les Terre-Neuviens furent anéantis. Voici l'arbre qu'on a surnommé l'arbre du danger. Il marque le point culminant de l'assaut des Terre-Neuviens ce jour-là, à peine 30 mètres au-delà de leur première tranchée. Ils avaient été 800 à se lancer à l'attaque. Le lendemain matin, il n'était plus que 65 à répondre à l'appel. Dans les jours qui suivirent, des remplaçants arrivèrent pour combler les rangs décimés du régiment. L'un d'eux était un jeune Inuk timide de Rigolet au Labrador, un tireur d'élite du nom de John Chewak. Né à l'hiver 1889, John Chewak était l'aîné de 9 enfants. Dès son jeune âge, il avait acquis les compétences pratiques pour la survie dans le Nord, soit la chasse, la pêche et le trapage. Son expérience de la chasse aux phoques, où avant de faire feu, il attendait de voir les phoques se sortir brièvement la tête de l'eau pour respirer, lui avait fourni une formation hors pair comme tireur d'élite dans l'armée. John avait eu très peu d'éducation formelle et avait commencé à travailler à 10 ans pour aider ses parents à subvenir aux besoins de leur famille nombreuse. En 1901, il avait quitté la maison pour chercher fortune. Petit de taille, il ne mesurait qu'1,65 m et pesait 60 kilos. Le 24 juillet 1915, il s'était enrôlé dans le régiment de Terre-Neuve. Un an plus tard, John arrivait au front, en France, 3 semaines après les pertes dévastatrices encourues par son régiment à Beaumont-Hamel. Au cours de l'infernale guerre de tranchées des 15 mois qui suivirent, le jeune Chewak s'illustra aux yeux de tous comme éclaireur et tireur d'élite exceptionnel. L'un de ses officiers dit de lui qu'il était le meilleur tireur d'élite de l'armée britannique. C'est ce qui lui mérita une promotion au rang de caporal suppléant en avril 1917. Dans sa correspondance personnelle, Chewak avoue cependant que cette tuerie constante lui paraît incompréhensible. Écoutons ce que disait de lui son ami le Terre-Neuvien, Howie Maury. Johnny était un tireur d'élite très doué. Il était timide et solitaire, mais je suis devenu son ami parce que nous parlions de chasse aux phoques. Nous passions des heures à parler. Et souvent, il disait « Est-ce que cela va finir un jour ?» C'était vraiment un bon tireur, et il avait beaucoup d'encoches à sa carabine. Le 20 novembre 1917, à la bataille de Cambrai, les Terre-Neuviens faisaient partie de la deuxième vague. En arrivant au village de Masnières en France, leur régiment reçut l'ordre d'éliminer toute poche de résistance restante. Alors que les Terre-Neuviens défilaient le long du canal, derrière un haut mur de briques qui les dissimulait de l'ennemi sur la gauche, un obus solitaire est tombé au centre de la colonne, faisant 10 morts et 15 blessés. Parmi les victimes de cette tragédie se trouvait le meilleur tireur d'élite du régiment, le caporal suppléant John Chewak du Labrador. Il a été enterré l'après-midi même à Masnières, près de l'endroit où il était tombé.
sa perte a été vivement ressentie dans tout le régiment, car son incomparable adresse au tir et son talent d'éclaireur, ainsi que son honnêteté et son naturel affable, lui avaient valu plusieurs amis. Signé Capitaine Robert Tate, Régiment de Terre-Neuve. Cette zone le long du canal allait changer de main plusieurs fois, et au cours des combats, les tombes temporaires des Terre-Neuviens furent malheureusement détruites, probablement par des tirs d'artillerie. John Chewak fut décoré de la médaille de guerre britannique et de la médaille de la victoire. Il n'avait que 28 ans et était l'un des nombreux membres des Premières Nations à servir et à être honoré au monument national érigé en l'honneur des anciens combattants autochtones à Ottawa. Après la guerre, ses restes ne furent jamais retrouvés. On célèbre aussi sa mémoire à Beaumont-Hamel avec les 800 autres Terre-Neuviens qui n'ont pas de sépulture connue. Alors pourquoi les Canadiens devraient-ils se souvenir aujourd'hui des 19 665 Canadiens qui sont tombés au cours de la Première Guerre mondiale et n'ont pas de sépulture connue? Je crois que le temps joue un peu sur le fait qu'on se rappelle moins de la Première Guerre mondiale, par exemple, que de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, il y a plus de 60 000 Canadiens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Il y en a encore des dizaines de milliers dont le corps n'a pas été retrouvé, qui sont encore sous le sol belge, à Passchendaele, à Ypres. Ils sont en mer. C'est important de se rappeler d'eux, du sacrifice qu'ils ont fait pour leur pays, pour la cause. De tels monuments nous relient à notre passé. Ils en évoquent les grands sacrifices, le dévouement et les convictions. Quiconque se tient devant ce monument-ci, ou n'importe quel autre semblable, prend part à ce souvenir. La Première Guerre mondiale est beaucoup plus que des manuels d'histoire ou des souvenirs qui sont représentés par des photographies en noir et blanc. La Première Guerre mondiale, pour le pays, c'est plutôt les Canadiens même, ce qu'ils pensaient à l'époque. Saisir la Première Guerre mondiale, c'est de saisir le pays dans toutes ses dimensions. C'est de saisir le pays dans tous ses éléments et avec tous ses pensées. Se souvenir de tous ces hommes qui ont péri est également digne d'un respect historique et donc le devoir de se souvenir de ces gens et surtout pour les familles qui n'ont jamais eu l'opportunité d'écrire un dernier mot ou de dire au revoir pour la dernière fois, se souvenir des 19 000 Canadiens qui n'ont aucun lieu de repos est important pour ces personnes et demeure important pour nous dans leurs contemporains. Nous voici au cimetière britannique de Cabaret-Rouge. Et voici la tombe du soldat inconnu, dont les restes déplacés se trouvent aujourd'hui en un lieu d'honneur au pied du monument commémoratif de guerre à Ottawa. Nous ne savons pas qui il était, mais nous savons qu'il est tombé à la crête de Vimy. Nous savons qu'il a tout sacrifié pour préserver notre liberté, et nous savons qu'il est important que nous nous souvenions de lui. Tout comme Thomas Riley, Talbot Papineau, Margaret Fraser et John Chewak, ce soldat inconnu représente les soldats oubliés du Canada, que nous espérons ne jamais plus oublier.